La procrastination présidentielle trouve son terme. La nomination d'un nouveau Premier ministre par le Président de la République, c'est maintenant pour la France et les Français. Pour autant, rien n'est réglé. Tout commence avec un Parlement fracturé en 4 blocs, et non pas 3, si on y intègre les Républicains qui sont majoritaires au Sénat. Quelles seront les marges de manœuvre du nouvel acteur politique qui est le nouveau Premier ministre ? Pourra-t-il éviter l'épée de Damoclès de la motion de censure ? Avec quel gouvernement ? Donc quel ministre ? Pourquoi faire ? À cela, il faut intégrer le budget de la nation et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui doivent être votés au plus tard le 31 décembre, étant rappelé que nos finances publiques sont très contraintes avec une procédure de déficit public excessif engagée à Bruxelles. Autant de questions, peut-être d'autres, si le temps nous le permet, que nous posons aujourd'hui à Christophe Rouillon, acteur politique essentiel de notre département et également du fait de ses fonctions européennes. Bonjour Christophe Rouillon. Bonjour Gilles Le Proust. Merci pour votre venue et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc non seulement maire de Coulennes, mais également, il faut le rappeler, vice-président de Le Mans Métropole et président du groupe socialiste du Comité européen des régions. Donc vos impacts sont à la fois dans notre département, mais également à Bruxelles au niveau de l'Union européenne. Il convient de le rappeler. Alors, beaucoup de sujets à voir avec vous, évidemment, en cette période qui est absolument inédite, sous la 5e, parce que la cohabitation, elle a existé, mais elle existait avec un renversement très clair de majorité. Donc là, on est dans un système, comme je le rappelais, en fait à 4 blocs, 3 blocs au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, si vous voulez bien, abordons peut-être quelques points. Pour vous, comment vous voyez cette fonction impossible du nouveau Premier ministre compte tenu des dispersions enregistrées suite à l'élection législative ? On est dans une situation inédite, jamais connue sous la Ve République, puisqu'aujourd'hui on n'a pas du tout de majorité. C'est-à-dire qu'effectivement on a un groupe arrivé en tête, c'est le nouveau Front Populaire, mais au-delà de ça, aucune majorité, même relative, ne se dégage, à la différence de situations précédentes, ou en particulier sur les gouvernements de Michel Rocard, ou alors précédents avec Elisabeth Borne et Attal, où il y avait un groupe qui était proche de la majorité. Donc la situation va être très difficile, complexe, sans possibilité de dénouement par décision du président de la République, puisque le droit de dissolution est un fusil à un coup, comme l'enseignait mon grand professeur de droit constitutionnel Jean Gicquel, et le président de la République ne pourra pas redissoudre d'ici l'année prochaine. Donc, sauf aller vers une crise institutionnelle contraignant le président de la République à la démission ou le destituant, ce qui n'est pas souhaitable, parce que je pense qu'il faut respecter les institutions de la Ve République, c'est notre patrimoine commun. On sera dans une situation qui existe dans d'autres pays. Où, on ne ferait qu'aggraver la situation si on allait vers une solution de type demande de démission, voire de demande de destitution. Oui, pour vous, il faut absolument éviter ça. Oui, il faut l'éviter. Moi, je ne suis pas favorable. Et d'ailleurs, dans le passé, rappelez-vous, j'ai vu une déclaration de François Mitterrand qui, en 1976, avait pris garde à ne pas abîmer la fonction présidentielle en disant que c'était le président de la République qui nommait le Premier ministre. Parce que lui, il avait quand même l'idée de devenir président de la République 4 ans plus tard. Donc nous, si on a ce souhait, ce qui est quand même notre objectif quand même, en tout cas dans la gauche, j'allais dire réformiste. Oui. 2027, il faut imaginer que demain ce sera peut-être nous. Donc à vouloir avoir une stratégie destructive qui est plutôt dans le domaine de l'agitation, de déstabilisation des institutions. Je pense qu'il faut effectivement avoir une solution, respectant les institutions. On a un président de la République qui est élu pour 5 ans. Et maintenant, on a le choix d'un nouveau Premier ministre qui devra gouverner avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est, en recherchant à la fois en traçant un cap, en faisant adopter un budget et également en trouvant quand même des majorités au coup par coup pour prendre les décisions d'urgence. Ça veut dire que, sans être évidemment totalement optimiste, parce que ça serait sans doute irréaliste, vous pensez que la voie étant étroite, il est quand même possible de faire certaines choses, à commencer par le budget, bien entendu, avant le butoir éventuel d'une nouvelle dissolution en juillet prochain. Il faudra déjà faire adopter le budget. Oui, en c'est décembre, la fin de l'année. Ce qui n'est pas évident. La fin de l'année. Alors la Ve République, les deux budgets. Les deux budgets, sécurité sociale et État. Oui. La Ve République est d'une plasticité extraordinaire, puisque elle prévoit d'ailleurs cette situation où, en cas d'absence de majorité, où
même d'adoption du budget par le 49.3 sans vote, oui. Le budget de l'année précédente serait reconduit. Oui. Mais c'était quand même pas souhaitable parce qu'il y a quand même des décisions d'urgence à prendre et il serait quand même souhaitable que le budget puisse être adopté. Donc effectivement, au coup par coup, sur certaines lois, il pourrait y avoir des majorités qui se dégagent. Donc il faudra effectivement un Premier ministre qui à la fois qui a un certain talent politique, une capacité à trouver les compromis. Et bon, ça, on a d'autres exemples en Europe où ça puisse passer, mais on sait très bien que c'est une solution qui ne peut pas durer très longtemps parce que aujourd'hui, ce gouvernement sera de toute façon menacé par une motion de censure qui pourrait se. C'est pas un vote pour, on rappelle, c'est un vote contre. C'est ça. Donc, c'est le principe du vote contre. De toute façon, le gouvernement ne pourra subsister non pas par l'adhésion, parce qu'on voit que si il pose la question de confiance, elle lui sera rejetée, mais donc il n'y aura pas forcément d'obligation de poser la question de confiance, mais il existera que par l'absence de censure du gouvernement, parce que et s'il y a censure, effectivement, il y aura volonté de reconstituer un gouvernement. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 4 blocs, mais beaucoup plus, parce que nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale qui est complètement éclatée dans ses composantes. Oui, parce qu'à l'intérieur du nouveau Front populaire, effectivement, il y a des dissensions aussi, même si officiellement, il y a des approches différentes, des stratégies différentes. Il y en a aussi. Vous avez des petits groupes comme le groupe Lyot. Vous avez raison. Il y a Lyot. Donc en réalité, c'est plus que 4. C'est plus que 4. Donc ça va être extrêmement compliqué. La France a déjà connu cette situation sous la 4e République. C'est pas forcément souhaitable. Et à mon sens, le double effet de la 5e République actuelle et du mode de scrutin qui ne produit pas de majorité obligera à réfléchir quand même à des réformes constitutionnelles ou institutionnelles les années à venir. Alors, c'est pas la panacée, mais est-ce que selon vous, je profite de la perche que vous me tendez, est-ce que ce serait pas enfin le moment, sachant que ça peut faire consensus, cette fameuse réforme du mode de scrutin pour l'Assemblée nationale, à savoir la proportionnelle? Je pense qu'aujourd'hui on y arrive parce que la proportionnelle va s'imposer. Pour une simple raison, c'est que le scrutin uninominal à 2 tours, qui était une garantie qui permettait dans la foulée de l'élection présidentielle de dégager une majorité, ne produit plus de majorité. Donc en fait, on a tous les inconvénients, à la fois une vie politique figée, bloquée, où en fait en face à face, les camps modérés sont liés aux extrêmes, à leurs extrêmes. Donc voilà, on cumule tous les inconvénients. Donc aujourd'hui, compte tenu de cette volatilité qui existe, il serait à mon sens nécessaire d'évoluer vers une représentation proportionnelle qui permettra de donner plus d'autonomie aux parlementaires et de permettre de pouvoir dégager des majorités d'idées et de pouvoir gouverner dans un climat qui sera plus un climat d'instabilité gouvernementale. Je pense peut-être aussi une réflexion sur une réforme constitutionnelle plus large. Parce que là, excusez-moi, ça ne justifie pas constitutionnellement et juridiquement une réforme constitutionnelle. Non, c'est l'avantage. Une loi simple suffit. Une loi simple suffit. Donc ça, c'est souple et ça peut être assez rapide. Alors qu'un changement constitutionnel, c'est autre chose. Et il faut aussi revaloriser le travail du Parlement. Dans les années à venir, aujourd'hui, les lois sont réalisées à l'Élysée en réalité, et donc je pense qu'aujourd'hui il faut passer au stade adulte. Il faut plus que ce soit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel qui décide des majorités. On a vu sur la loi immigration, c'est le Conseil constitutionnel qui était le juge de paix à la fin. Ce qui est anormal. Ce qui est pas normal, ce qui n'est pas démocratique. Donc réfléchir à une réforme plus globale. Mais ça, c'est pour après. Compte tenu de la décentralisation et de l'Europe, à mon sens, une des réformes serait de diminuer le nombre de parlementaires, peut-être par 2. Ça avait été envisagé par le candidat Macron. Voilà. Alors peut-être, oui, ce serait. Je crois. Non, mais ça avait été envisagé en 2007. Et en renforçant les moyens. Aujourd'hui, on voit bien que les parlementaires n'ont pas les moyens de collaborateurs. Ils sont soumis aux administrations et puis aux moyens de l'Assemblée nationale. Donc doubler les moyens des parlementaires en termes de collaborateurs, en particulier, augmenter leurs moyens d'investigation, réfléchir à un nouveau ordre du jour parlementaire. Et avoir un Parlement plus musclé, avec des parlementaires de meilleure qualité, et peut-être réfléchir aussi au retour de la possibilité d'avoir un cumul des mandats, avoir des députés qui soient véritablement ancrés sur le terrain, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ils pèsent plus lourd politiquement. Ben oui, parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui dépendent des partis, qui ne font d'ailleurs plus qu'un mandat, qui viennent parfois en dehors de la vie politique et ensuite qui sont parlementaires, qui repartent après dans le privé pour faire fructifier leur carnet d'adresse, ce qui n'est pas sain. Donc il faut qu'il y ait, comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où vous avez des parlementaires dont le mandat s'inscrit dans la durée, qui ont un véritable poids, un véritable pouvoir, une compétence et capable aussi d'en imposer à l'administration. Mais alors, si le Parlement est faible, ce sont l'administration qui décide. Mais là, Monsieur Rouillon, je me permets une observation ou un contre-argument concernant la suppression que tout le monde souhaite finalement, j'ai bien entendu, le système d'élection actuel des députés, et donc le retour à une proportionnelle. On dit souvent qu'à la proportionnelle, les députés n'ont plus d'ancrage sur le terrain, puisqu'en fait ils sont seuls, ils sont nommés, c'est une liste, comme au niveau européen, et donc
ce que vous soulignez à juste titre, c'est-à-dire l'importance politique d'un député. Est-ce qu'il ne serait pas, de ce point de vue-là, cette importance, est-ce qu'elle ne serait pas dégradée par le mode de scrutin proportionnel? Vous avez raison, c'est un inconvénient et un risque, mais aujourd'hui, ce que vous constatez quand même, c'est que avec le scrutin majoritaire, une nominale à deux tours, ce sont les partis politiques qui décident. Sur le dernier scrutin, on a bien vu que c'est sur les partis nationaux même qui ont choisi les députés sur des listes Donc, il y avait Excel, des parachutages, avec des gens qui arrivent de nulle part. Dans la Sarthe, on l'a bien vu. Même les parlementaires ne rédigent plus eux-mêmes leur profession de foi, ce sont les partis. La sœur de Marine Le Pen? La sœur de Marine Le Pen de la Sarthe, comme exemple. Donc voilà, on aboutit à un système aujourd'hui où vous avez des gens qui se présentent au scrutin de circonscription qui n'ont aucun ancrage, qui sont parachutés. Alors, il y en a qui en ont quand même. Oui, un peu. Dans la Sarthe, on en a quand même. Oui, c'est ça. Mais est-ce que pour autant, ils ont un vrai travail de terrain? Je n'en suis pas sûr. Puisque aujourd'hui, le travail de terrain n'a pas vraiment d'influence sur la réélection. Donc voilà, je trouve que ce mode de scrutin cumule tous les inconvénients. Il est peut-être temps d'y réfléchir. Je ne suis pas pour le sabordage de la Ve République. Elle a fait preuve de sa plasticité. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait la possibilité de gouverner. Mais à mon sens, le président de la République a pris trop de poids dans l'équilibre institutionnel au détriment du Parlement et du gouvernement. Donc renforcer les rôles du gouvernement, du Premier ministre, du Parlement, et en maintenant aussi les prérogatives du président de la République comme arbitre et comme celui qui trace une perspective. Et je pense que là, il faut essayer de retrouver un équilibre institutionnel. Les origines de la Ve République, en fait. Oui, alors les origines, si vous parlez avant 62, avant l'élection du président du suffrage universel, c'était autre chose. Non, mais je dirais 62, avant la réforme de 2008, voulue par Jospin et Chirac. Voilà. Et je pense que adopté. C'est à ça que je pense. À mon sens, le quinquennat a été une erreur parce qu'on est en campagne électorale permanente. Et moi, je pense qu'un septennat et un quinquennat, la possibilité d'avoir 2 mandats, permettrait de redonner de la durée. Le président de la République, celui qui a la vision, correspondant à l'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est chef des armées. Il nomme le Premier ministre et il a la possibilité de dénouer les crises. Et ça permettrait peut-être indirectement de redorer ou redonner sa véritable place à la fonction de Premier ministre, ce qui était le cas dans la version originelle. Je parle sous votre contrôle. Alors que depuis, on peut dire, la présidence Sarkozy, on rappelle le terme de collaborateur pour François Fillon par rapport à Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Et alors qu'avant, il y avait réellement une hiérarchie. Exactement. On est d'accord. Le Premier ministre était sous l'autorité du président de la République, mais il avait une véritable capacité à diriger. Et à gouverner. L'article 20 de la Constitution, à gouverner, à choisir les ministres, à faire voter les lois. Il était aussi un pare-feu du président de la République. Aujourd'hui, tout est concentré à l'Élysée. Je pense que c'est même pas une chance pour le président de la République. Alors ça tombe bien, puisque ce nouveau Premier ministre, il a des chantiers évidemment sur le plan économique et social, et c'est pas aux socialistes que vous êtes que je vais surprendre. Alors peut-être rapidement, Christophe Rouillon, sur les 3 thèmes dont on parle beaucoup et à juste titre, la réforme des retraites, dont certains s'accordent à dire que même si financièrement elle avait sa justification, elle serait rejetée ou du moins impopulaire aux yeux de nos compatriotes. Deuxièmement, le SMIC à 1 600 €. Est-ce que c'est brutal? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que les petites entreprises peuvent le supporter? Et enfin, la sempiternelle réforme fiscale qui viserait à imposer davantage les grandes entreprises et ce qu'on appelle les riches. Sur ces 3 sujets... La fiscalité des ultra-riches, c'est une nécessité. Alors, il y a les riches et les ultra-riches. Il y a un débat aussi. Parce qui est riche, ça c'est... Le seuil. Si c'est 4 000 € par mois, à partir du moment où on est riche, je pense que c'est vraiment une erreur. Il y a les ultra-riches qui, effectivement, ne payent pas des impôts à la hauteur de ce qu'ils devraient faire. Il faut des mesures européennes et mondiales dans le cadre du G7 pour les taxer. Je pense que la question évolue. Par contre, je pense qu'il faut éviter d'avoir une fiscalité du travail trop forte et de pénaliser aussi les classes moyennes et les classes supérieures. Et voilà, il faut faire attention à ce que finalement nous ne pouvons pas taxer les ultra riches, on finisse par taxer les classes moyennes supérieures, ce qui serait à mon sens une erreur. D'accord. Sur le SMIC à 1 600 €. Sur le SMIC à 1 600 €, bien entendu, il faut un rééquilibrage entre les revenus du capital et du travail. Ça, c'est une évidence. Tout le monde le pense. Il faut valoriser le travail. Je pense que ce serait une mesure qui est totalement inaccessible d'un point de vue économique. Ce serait d'une telle brutalité que beaucoup d'entreprises couleraient. Donc ça, c'est bien entendu un objectif. Mais aujourd'hui, il ne peut pas être atteint. Et les pays qui ont augmenté, en particulier chez nos camarades socialistes en Espagne ou en Allemagne, avaient des salaires minimaux très bas.
Aujourd'hui, 1600 € est totalement irréalisable. Et on rappelle qu'on est à 1400 à l'heure actuelle. Je oui, crois. voilà. Donc ça doit être une perspective, bien entendu, parce que comment vivre décemment dans ces conditions. Donc, bien entendu, une perspective, une application directe. Donc, immédiate ça veut dire, Christophe Rouillon, que qui est dans le programme du nouveau Front populaire, pour vous, c'est pas d'actualité, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, non. On peut pas le mettre tout le monde en convient, tout le monde sait bien. Parce que les PME, notamment les grandes entreprises, de toute façon, à la limite, c'est pas le problème, parce que les grandes entreprises, elles le font déjà. Oui, elles sont déjà au-dessus du SMIC. Donc, c'est les petites et moyennes qui sont. Mais la meilleure rémunération du travail, avoir un salaire correct, décent, comme on dit, plus que décent, oui. Correct, un bon salaire, avec une récompense que lorsqu'il y a des profits, ça, bien entendu, c'est un objectif. Il faut inciter à ce que le travail soit rémunéré. Il paye plus. Et pas simplement pour le SMIC, pour toute l'échelle. Troisième point, et c'est pas le moindre, c'est cette fameuse réforme des retraites qui a été controversée, contestée, beaucoup de monde dans la rue, même si c'est pas tous les Français. Il n'y a pas de formule magique. On sait qu'on vit de plus en plus longtemps, tant mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste scotché à 64 ans? C'est la position du président. Ou est-ce qu'on bouge un peu pour montrer que ce soit la gauche ou même l'extrême droite, qui pourtant a évolué, parce qu'on a tout entendu de la part de l'extrême droite. Est-ce qu'il faut bouger en clair en disant droit dans ses bottes? Bardella, finalement, c'était 67 ans pour les gens qui avaient fait quelques études. On a tout entendu chez eux. Oui, c'est ça. Alors, on sait plus. On sait plus. Donc, on sait plus, et on s'est rendu compte à la fin qu'ils ne voulaient plus appliquer le retour. Quand ils ont eu la perspective de devenir Premier ministre, finalement, 60 ans, il fallait plus y penser. Donc, ils sont dans le mensonge. Et je pense que nous, quand même, on a cette culture de gouvernement, quand même, qu'il ne faut pas jeter par-dessus bord. Raconter des choses, raconter des sornettes aux gens, ça nous reviendra en boomerang plus fort, et on aura la désillusion et la colère plus fortement. Donc, ce sera difficile, peut-être, de revenir en fonction du Premier ministre. On verra bien sur une mesure d'âge. La réalité, c'est que je pense qu'il faut vraiment traiter les questions des carrières longues. En particulier autour de 20 ans, là, pour voir un petit peu comment on traite le sujet, les questions de la pénibilité. Oui. Et puis après, il y aurait des arbitrages financiers à faire entre est-ce qu'il faut travailler un peu plus longtemps ou investir plus, par exemple, dans les hôpitaux, sachant que l'argent est rare. Oui. Alors, on va en parler un peu des finances publiques. Dans l'éducation, etc. Donc, il y aura un arbitrage, en fait, entre le temps de travail, un peu. Oui, oui. Et puis aussi, les investissements que l'on va faire pour la justice sociale, pour les investissements. Donc, il y aura un travail, je pense qu'il faut qu'il soit examiné d'un point de vue global, d'un point de vue de société, de civilisation, en sachant en clair, c'est pas uniquement les retraites. Non, il faut l'aborder de façon globale. Et voilà, donc je pense qu'il faut pas avoir de tabou, il faut pas avoir de dogme. Alors est-ce qu'il faut revenir sur la retraite à points? Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un dialogue, une discussion générale et pas avoir des mesures qui soient dogmatiques sur ce sujet. Mais en s'assurant quand même que le système soit financé. Alors justement, il nous reste quelques minutes. Sur cet aspect global que vous soulignez à juste titre, c'est pas les retraites stricto sensu dans leur couloir. Est-ce que vous pensez, reprenant le début de notre discussion, qu'il est possible de trouver une voie de passage entre les différents acteurs de l'Assemblée nationale, le Sénat bien entendu consulté aussi, bien entendu, sur cette possibilité de s'entendre sur un aménagement, du moins une complémentarité entre le fait de retoucher à la marge la réforme des retraites, sans remettre en cause le dispositif, et puis plus globalement notre système. Oui, parce que l'abroger le système, revenir au système antérieur et puis se dire les difficile ce sera pour les générations futures, c'est très facile. Par contre, arriver à trouver un accord, c'est peut-être l'occasion, avec une Assemblée nationale éclatée, de pouvoir réfléchir intelligemment et trouver une solution commune, comme ça se fait dans d'autres pays. Je terminerai peut-être en disant que la solution est aussi, à mon sens, européenne, parce qu'on a une procédure pour déficit explicite. Peut-être j'anticipe votre question. Oui, non, mais justement, allez-y. Au contraire, on gagne du temps. Voilà, donc effectivement, nous sommes sous le coup d'une sanction parce que nous explosons en fait les déficits. 0,1% du PIB. Oui. Et on a un déficit actuellement de 110% du PIB, de 5,5% du budget, et c'est intenable à long terme. Donc il va falloir réfléchir au niveau européen comment revoir ces critères pour sortir du calcul des déficits européens les investissements d'avenir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine aussi de la défense. Et puis réfléchir aussi à comment on peut faire aussi un endettement européen, comme on l'a fait après le Covid, pour financer des dépenses communes et soulager le budget des États avec une mutualisation de la dette au niveau européen. Alors, Alors ça tombe bien, Christophe Rouillon, pour terminer notre entretien, allons à Bruxelles, puisque vous avez les compétences que j'ai rappelées dans mon introduction en la matière. L'Europe, donc on rappelle quand même, le nouveau Parlement a été élu depuis le mois de juin, avec un renforcement d'ailleurs du vote socialiste en France.
avec Raphaël Glucksmann. L'Europe, elle a commencé avec son ancienne présidente de la commission reconduite. Qu'est-ce que fait l'Europe en ce moment? En 2 mots, sur quelques textes importants. Alors, on a fait avancer le sujet, en particulier en tant que président du groupe socialiste du Comité européen des régions. J'ai plaidé pour on a travaillé sur des propositions dans le domaine du logement. Et ce sujet, hein. Oui, c'est un sujet important. Alors l'Europe n'a pas de compétences directes, mais le groupe socialiste du Parlement européen a négocié avec Ursula von der Leyen qu'il y ait, comme condition de sa nomination, qu'il y ait à la fois la nomination d'un commissaire au logement et également d'un plan d'investissement au niveau européen. Donc c'est pas rien. C'est nouveau. Oui, le logement c'est important parce que vous êtes dans le domaine de l'économie, quand le bâtiment va, tout va. Vous êtes dans le domaine de la protection de l'environnement par l'isolation des bâtiments, également sur la question sociale parce que on voit bien que le prix du logement pèse sur le pouvoir d'achat. Donc ça c'est un sujet important et puis voir comment est-ce qu'on peut arriver à relancer l'économie à la fois peut-être avec une politique monétaire puisqu'on voit que l'inflation diminue donc les taux d'intérêt on passe plus bas. En dessous de 2% en France. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Desserrer les taux d'intérêt et puis également peut-être avoir une relance de l'économie européenne parce qu'on voit bien qu'on peut pas agir seul. 60 millions de Français avec le déficit qu'on a, si on part tout seul et on ne respecte plus aucune règle européenne, on va terminer comme l'Argentine ou le Liban. Donc, en faillite. Et il y a 450 millions d'Européens, on le rappelle. Hein. Voilà, donc 450 millions, on peut prendre des décisions communes dans le domaine de la fiscalité, de la relance d'investissement, etc. Donc, moi, je vais m'y employer à mon niveau en tant que président du groupe socialiste de l'Assemblée des élus locaux d'Europe. On a vraiment des discussions institutionnelles. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous cette semaine avec le coordinateur du Parlement européen sur la question de la politique de cohésion territoriale, sur les investissements européens pour les territoires. Ouais. Donc voilà. Je pense qu'il faut toujours penser en dehors de la boîte, out of the box. Et surtout avec les questions environnementales notamment. Voilà. Donc si on n'arrive pas à régler des problèmes au niveau national, peut-être qu'il y a une solution pour s'en sortir par le haut au niveau collectif européen. Et pour conclure positivement cet entretien, Christophe Houillon, on rappelle quand même que, contrairement à ce qui se passe en France, on espère que ça évolue, l'Europe, notamment au niveau du Parlement, a la culture du compromis. Oui. Le compromis n'est pas un gros mot, puisqu'on rappelle que depuis toujours, je parle sous votre contrôle, la droite modérée et la gauche modérée, pour parler simplement, avec les écologistes et les centristes, en fait, pilotent l'Europe. Et pilotent l'Europe on est bien ensemble, d'accord. Avec, dans certains domaines, un commissaire européen qui pousse plus pour moins d'austérité, plus de lutte contre le réchauffement climatique, et puis d'autres qui ont plus de fermeté sur les questions migratoires. Et on arrive à trouver des compromis tout ça dans la boîte pour que ça avance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un équilibre institutionnel au niveau européen qui fait que il va y avoir une certaine continuité et moins de chaos au niveau européen qu'au niveau national. Donc les populistes n'ont pas encore la main en Europe. Non, on les a contenus. Même s'ils progressent. Oui, la politique du compromis, en avançant lentement mais sûrement, a permis de contenir les populistes avec un niveau qui progresse, mais à un niveau plus faible que celui des États où finalement on est un peu dans la fureur et le chaos et dans la bataille perdante. Donc il y a toute une culture politique à réinventer tout en ne retombant pas non plus dans les errements de la 4e République, dans l'instabilité ministérielle qui, à mon sens, serait très dangereux pour notre pays et pour ses institutions. Je terminerai par un dernier mot, si vous permettez. Attention aux élections fédérales en Allemagne l'année prochaine. L'AfD dans l'Est qui progresse. L'AfD qui est un parti d'extrême droite qui a progressé très fortement en Saxe et en Thuringe. Oui. Il y a une réalité à l'est et à l'ouest de l'Allemagne, mais néanmoins, voilà, donc effectivement la prudence, lutter contre les désinformations russes aujourd'hui et contre la menace. Il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre et que nous défendons un modèle de démocratie et que notre démocratie, elle doit être à la fois libérale, sociale, et écologique. Ne soyons pas amnésiques. Tout à fait. Merci beaucoup Christophe Houillon. Merci Gilles Leproust. C'était comme d'habitude un plaisir de vous avoir à notre micro et bien sûr une prochaine fois. Merci.